Bonjour à tous. En complément de ma page Instagram Le Père Neuro, je commence ce podcast afin de pouvoir poster des formats plus longs. Je mettrai ce podcast sur toutes les plateformes, YouTube, Google Podcasts, Spotify, Deezer, notamment. Pour ce premier épisode, je critique une tribune parue la semaine dernière dans Le Figaro. Cette tribune est présentée comme un coup de gueule de nombreux spécialistes de l'enfance suite à la volonté du Conseil de l'Europe de déconseiller le time-out, c'est-à-dire un temps où l'on éloigne l'enfant du groupe pour le punir, le calmer ou le faire réfléchir. En pratique, nous allons voir que cette tribune est une charge, volontaire ou maladroite, nous allons voir, contre la parentalité positive. La tribune s'appelle « La dérive de la parentalité exclusivement positive doit être dénoncée ». Donc un journaliste introduit avec un petit chapeau la tribune, mais on va pas le citer parce que c'est repris exactement par les auteurs de la tribune après. Enfin, il reprend directement ce qui a été dit dans la tribune, sans aucun recul critique, aucune vraie contextualisation, etc. Enfin, il n'apporte aucune information. Donc, l'introduction à la tribune. Alors que le Conseil de l'Europe dit remettre en question la mise à l'écart de l'enfant pour le punir, le time-out, un collectif de 350 spécialistes de l'enfance s'y oppose et propose un autre modèle d'éducation qui conjugue sévérité et empathie. Alors déjà là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc le chiffre accompagné du terme spécialiste de l'enfance impose un argument d'autorité. 350 spécialistes de l'enfance s'y opposent. Alors qu'en réalité, 350 experts, c'est un nombre assez faible. Si l'on veut comprendre en quoi cet argument est fallacieux, imaginons un article sur le pain qui commence par 350 spécialistes du pain s'opposent à la farine complète et proposent une autre recette à base de farine blanche. Bon, super, et que pensent les centaines de milliers d'autres boulangers? La qualité des signataires est assez intéressante aussi, mais nous y reviendrons plus tard. Ensuite, donc, comme on a dit, ils proposent un modèle d'éducation qui conjuguerait sévérité et empathie. C'est très novateur. Donc, revenons sur la définition des mots. Selon le Larousse, la sévérité, c'est la manière d'agir de quelqu'un qui est sévère, sans indulgence. On dit que l'on traite ses subordonnés ou son enfant, du coup je rajoute, avec sévérité. La sévérité a pour synonyme la dureté, l'inclémence, l'inflexibilité, l'intransigeance, la froideur et l'austérité, notamment. Le contraire de la sévérité, c'est la clémence, l'indulgence, la bienveillance et la sympathie. Nous pouvons déjà noter que la posture de sévérité est l'inverse de celle basée sur la bienveillance. Continuons notre aparté sémantique avec la définition Larousse de l'empathie. L'empathie, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. L'empathie est synonyme d'altruisme, de sympathie, de sollicitude, d'identification et de compassion. Au contraire de l'empathie, on trouve l'insensibilité et la froideur, termes synonymes pour décrire ce qui est sévère. On pourrait arrêter notre critique de cette tribune ici, tant l'on voit que la proposition de conjuguer sévérité et empathie n'a pas de sens, ne serait-ce qu'au niveau sémantique. Cependant, la proposition est bel et bien faite et médiatisée. Alors, de quoi s'agit-il alors? Eh bien, après la contradiction de prôner la guerre sans l'aimer de certains philosophes, il semble qu'il s'agisse ici du retour de la violence faite par amour, ou la rengaine du « c'est pour ton bien que j'ai fait ça », justifiant beaucoup de choses dans la bouche de nombreuses personnes. Je commence à lire la tribune, et je m'arrêterai pour critiquer à chaque fois. Enfin, pour critiquer, prendre du recul, analyser. En ce mois d'octobre, une représentante du Conseil de l'Europe a exprimé l'hypothèse de déconseiller à l'avenir le time-out pour nos enfants, ou mise à l'écart temporaire hors de l'espace commun, généralement dans leur chambre, pour qu'ils se calment ou pour les punir, précise-t-il. Alors même qu'elle est recommandée par de nombreuses instances internationales. Alors oui,
le Conseil de l'Europe a exprimé l'hypothèse de déconseiller le time-out alors même qu'elle est recommandée, que cette pratique est recommandée par de nombreuses instances internationales. Ça, c'est ce que dit la tribune. Alors, de nombreuses instances internationales, ça c'est assez intéressant. Comme nous allons le voir, cette tribune fait un listing d'articles scientifiques par la suite, qui viendraient confirmer leurs propos sans qu'on ait vraiment à vérifier de quoi il s'agit comme article. Et ici, étonnamment, les rédacteurs, les auteurs, n'ont pas jugé bon de citer au moins une instance internationale parmi les nombreuses qui recommanderaient le time-out. Alors, il semble qu'ils considèrent que le Conseil de l'Europe ne soit pas reconnu, ne soit pas une instance internationale valable. Voilà. Alors, je continue la lecture. Cette annonce en a choqué plus d'un. Elle incarne en effet les dérives d'une parentalité, ouvrez les guillemets, exclusivement, fermez les guillemets, positive. Tandis que la parentalité positive allie deux vecteurs essentiels au développement de l'enfant, à savoir la bienveillance et la fermeté. Il cite un article, entre parenthèses, d'Ali 2006. La parentalité dite exclusivement positive, qui voit dans toute fermeté, contrainte ou effort exiger une forme de violence faite aux enfants, gagne du terrain. Alors déjà là, c'est effectivement, donc, encore une fois, qui source beaucoup de choses, des trucs assez secondaires. Là, ils affirment que cette parentalité exclusivement positive, alors on ne sait pas trop ce que c'est malgré tout, gagne du terrain. Là, mais sans le justifier, voilà. C'est leur doigt mouillé de professionnels de l'enfance qui semble leur dire ça. Si la parentalité positive doit agir comme point de repère phare tant pour les professionnels que pour les parents, la dérive de la parentalité exclusivement positive doit, quant à elle, être dénoncée et endiguée. Alors, là, il cite un article scientifique quand il parle de l'expression, quand il prend l'expression parentalité exclusivement positive. Donc, c'est Larzeleire et al. 2017. Donc, je suis allé voir que disait cet article. Donc, il s'appelle en réalité « Les enfants et les parents méritent une meilleure recherche sur la discipline parentale ». Et c'est une critique, critiquer l'épreuve d'une parentalité exclusivement positive. Donc, en fait, l'article ne fait pas du tout de distinction entre une parentalité positive et une parentalité exclusivement positive en dérive. C'est plutôt une longue argutie demandant aux tenants de la parentalité positive, aux chercheurs, d'offrir des bases plus scientifiques, car eux, ils jugent que la méthodologie laisse à désirer. Bon, l'argument de la réduction, du manque de preuves, du manque de méthodologie est un classique dans le monde scientifique. Quand au lieu d'apporter des preuves soi-même pour appuyer son propos, pour appuyer ses théories, on dit de l'autre qu'elles ne sont pas suffisamment scientifiques et ça nous met en position d'autorité. Quand on veut piquer son chien, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Cela implique donc que les preuves de scientifiques en question sont d'un niveau scientifique irréprochable par rapport à l'autre. Bon. C'est une posture qui, épistémologiquement, c'est-à-dire sur le plan de l'histoire des sciences, qui est assez malhonnête. Voilà. Donc là, il cite l'article comme s'il y avait vraiment beaucoup de profondeur, comme si ça amenait de la profondeur, alors qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose derrière, c'est juste un petit argumentaire, un petit débat au niveau des méthodes utilisées. Et en fait, on pourrait appliquer ça à ceux qui défendent ou non le time-out, en fait. Hein. Voilà. Et donc, quand ils disent que la parentalité exclusivement positive doit, quant à elle, être dénoncée et endiguée. Alors là, c'est incroyable que les auteurs soient, malgré leur profession, aussi déconnectés de la réalité de la vie des familles et des enfants. Le problème, enfin, à mon avis, moi, j'affirme qu'ils sont déconnectés. Hein. Parce que là, en fait, donc déjà, il parle du terme parentalité exclusivement positive en mettant une confusion avec la parentalité positive, alors qu'en réalité, à mon avis, il dénonce le laxisme. Et dans les faits, le laxisme est quand même assez secondaire. Dans les faits, c'est la violence qui prévaut dans l'éducation. Je fais un aparté à ce sujet-là, avant d'oublier. À mon avis d'ailleurs, ce n'est pas la parentalité positive ni bienveillante qui amène au laxisme, mais c'est bien la parentalité traditionnelle, autoritaire, violente,
basées sur de la violence qui amènent au laxisme. Il suffit de voir la différence souvent entre l'éducation qu'a reçue l'aîné dans une famille et le dernier. Souvent les parents ont tout donné en termes d'autorité, en termes de cadre soi-disant, enfin voilà, ils ont rien laissé passer, ils ont donné toute leur énergie et en fait ça ne tient pas sur le long terme. Le dernier fait ce qu'il veut, c'est la fête, c'est la folie. Voilà, donc en fait il y a un juste milieu qui s'appelle l'éducation bienveillante, l'éducation positive, où on donne un cadre mais qui est suffisamment souple pour qu'on puisse tenir sur le long terme. C'est ça en fait aussi, c'est un ultra marathon, l'éducation d'un enfant. Il ne s'agit pas d'un sprint. Voilà, la parenthèse est fermée. Donc là, quand ils disent que la parentalité exclusivement positive doit être dénoncée, ils sont en totale déconnexion. 2 semaines avant la parution de cette tribune est paru le premier baromètre des violences éducatives ordinaires réalisé par la Fondation, enfin pour la Fondation pour l'enfance. L'étude, donc ce baromètre montre bien que le problème n'est pas la parentalité positive. Les chiffres donnés sont assez effrayants. 8 parents sur 10 déclarent avoir recours à une violence éducative ordinaire ou déclarent avoir eu recours à une VEO dans la semaine précédant le questionnaire. Que cette VEO soit, donc violence éducative ordinaire, ne soit physique ou morale. Malgré l'interdiction des châtiments corporels en 2019, 23% des parents déclarent dans ce questionnaire encore donné une fessée. 20% déclarent bousculer leur enfant, l'avoir bousculé dans la semaine précédente, le pousser, voilà, le secouer un peu, quoi. Et 15% lui avoir donné une gifle. Donc au passage, c'est intéressant. La première fois que je me fais la réflexion, on dit donner une fessée, donner une gifle, alors qu'il s'agit en fait de frapper, hein, comme si c'était un petit cadeau qu'on faisait. Et les violences psychologiques sont encore plus présentes que les violences physiques, selon ce baromètre. La moitié des parents déclarent faire du chantage à la privation, crier très fort, promettre quelque chose pour obtenir l'obéissance de l'enfant et mettre l'enfant au coin ou dans sa chambre. De plus, un parent sur 5 déclare utiliser la menace, par exemple « Tu vas finir par comprendre pourquoi tu pleures, toi ». Et encore un parent sur 5 affirme utiliser des insultes envers son enfant, bah, t'es un bon à rien, t'es méchant, t'es un imbécile, etc. Des insultes ou des humiliations. Et le chiffre le plus important selon moi de ce baromètre, 60% des parents pratiquant ces violences ne voient pas où est la violence. Notamment dans les actes de violence psychologique, le chantage, la menace, la privation et l'isolement. Alors oui, on pourrait dire qu'il y a un débat sur le fait ou non que le time out soit une violence. Bah, moi, je pense que cette étude nous éclaire. En fait, il semble que le time out utilisé seul comme arsenal de quelqu'un qui soit éclairé sur sa pratique, peut être considéré comme une pratique qui n'est pas si violente que ça. Effectivement, si quelqu'un a conscience de ce qu'il fait, accompagne son enfant, a prévenu, etc., et ne va pas l'enfermer 3 heures dans le noir non plus, on peut aller s'extraire un peu avec son enfant du groupe, aller lui parler, lui dire de lire un livre, de se calmer, ça c'est pourquoi pas. Mais il y a aussi, enfin, ce n'est pas la majorité des gens qui font ça. Là, je pense que ce qui transparaît à la lecture d'une telle étude, c'est que le time out est encore quotidiennement vécu dans un ménage sur 2 et que l'on peut penser que ce n'est pas une pratique à l'écart. Ce n'est pas une pratique qui se substitue en douceur à la fessée, à la gifle, etc. C'est une pratique violente parmi un arsenal de pratiques violentes. Et qui sont quotidiennement utilisées envers certains enfants. Le chantage, les privations, les cris, les coups et l'isolement. Voilà. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas défendre le time out. Même si on peut sortir, comme le font les auteurs ici, 2-3 études qui datent de 2012, qui disent que le time out, oui, bon, ça peut être pas si mal que ça, mais je pense qu'il faut voir effectivement de quel cas on parle. Et cela n'est, pardon. Donc voilà, on ne peut pas raisonnablement penser, surtout si on est un spécialiste de l'enfance, on ne peut pas penser que, comme dans les articles scientifiques, le time out va être une pratique utilisée seule, à part et en connaissance de cause. Il faut être réaliste et voir la réalité des familles
et comprendre que ça fait partie d'un arsenal de pratiques qui sont très violentes. Voilà. Je continue la lecture. Les premiers à souffrir de cette parentalité sont les enfants qui ne sont plus aidés à grandir, se sentant abandonnés par des adultes à l'attitude exclusivement empathique, à qui on a fait croire qu'un enfant peut se contenir, se limiter, s'éduquer, s'élever tout seul. On parle de leur retirer les limites et le cadre dont ils ont besoin pour se construire. Cette parentalité-là menace les droits fondamentaux de l'enfant. Et pourtant, les adeptes de la parentalité exclusivement positive tentent encore de reculer les limites du possible en matière d'éducation. Bon, outre le ton très sensationnaliste de la chose, je pense qu'ils sont encore, enfin, ils montrent qu'ils sont un petit peu en déconnexion avec le réel. Hein. Admettons qu'une attitude exclusivement empathique existerait, ce en quoi je doute, tant nous sommes, en tant qu'adultes, conditionnés, ultra conditionnés à agir et à réagir par la colère, la peur, le jugement, la menace. Ces adultes exclusivement empathiques n'offriraient aucun cadre à leur enfant. Hein, pour les quelques adultes dont on parle, je pense que c'est faux de penser qu'il n'y aurait aucun cadre. Donc les auteurs entretiennent encore la confusion entre laxisme et parentalité positive. Les deux choses, les deux courants de pensée, n'ont rien à voir. Le premier, c'est pas un courant de pensée, le laxisme, c'est plutôt une pratique individuelle. Et le second est un courant de pensée s'inspirant notamment des neurosciences. Et comme je disais, le laxisme, pour moi, vient beaucoup plus des fortes croyances et du rapport autoritaire que l'on a sur l'enfant que la parentalité positive. Donc là, il y a une malhonnêteté de la part de ces spécialistes de l'enfance et surtout un biais du fait, à mon avis, de leur propre croyance. Je continue la lecture. Les enfants ne sont pas les seules victimes de cette parentalité. Les parents le sont également, et nombreux sont ceux qui se sentent démunis face à la proposition de la représentante au Conseil de l'Europe. Ils se trouvent menottés dans l'exercice de leur autorité, paralysés par la crainte de blesser leur enfant de façon irrémédiable en l'exposant à un cadre ferme. Il en est de même pour les professionnels de la santé mentale, dont les consultations se remplissent de jeunes patients souffrant des conséquences de cette dérive, entre narcissisme, toute puissance, intolérance à la frustration et émergence de pathologies psychiatriques graves. Alors là, oui, bon, je pense qu'on voit vraiment aussi la vision, la majeure partie de ces signataires sont des professionnels de l'enfance, mais des thérapeutes, des psychanalystes, des psychologues, des pédopsychiatres, des pédiatres. Donc je pense qu'il y a vraiment un biais médical et puis voilà, en fait, ils sont vraiment sur les croyances liées à l'histoire de la psychologie qui veulent qu'en fait un enfant c'est un tyran en puissance si on ne contient pas ses pulsions narcissiques. Ce qui est quand même une vision très réducteur de l'enfant et de l'être humain, quoi. Une vision très réductrice, pardon, de l'enfant et de l'être humain. Donc, alors les parents seraient nombreux à se sentir démunis face à cette proposition du Conseil de l'Europe. Bon, en réalité, les parents s'en moquent. C'est passé, à mon avis, largement inaperçu, surtout par ceux qui pratiquent ces violences éducatives ordinaires. Et vous parlez en leur nom, enfin, les signataires parlent en leur nom pour faire du pathos, hein, simplement. En réalité, comme on l'a vu, la fessée a beau avoir été interdite, elle est encore énormément pratiquée, la gifle aussi, et pour les foyers où elle n'est pas appliquée dans les faits, elle est présente sous forme de menace, donc ce n'est pas forcément mieux. D'accord, donc là ils sont loin d'être démunis. Par contre, c'est vrai qu'il y a un travail de pédagogie, d'information, d'éducation parentale, on va dire, hein, formation parentale serait important, mais la tribune ne va pas dans ce sens, malheureusement. Donc, pareil, quand ils disent que les parents ont peur d'exposer leur enfant, de blesser leur enfant en l'exposant à un cadre ferme, c'est encore du sensationnel. Personne ne dit à des parents qu'un cadre ferme peut blesser un enfant. C'est des punitions arbitraires et quotidiennes, si.
Cela abîme l'enfant, sa capacité à juger par lui-même, à construire sa confiance en soi. Les punitions ne sont pas qu'un simple cadre ferme, et encore moins un cadre bienveillant. Donc faut voir aussi qu'est-ce qu'on met dans le mot cadre, ça c'est pareil. En trame de fond, les auteurs veulent appliquer, en fait, ça c'est intéressant à comprendre. En trame de fond, les auteurs veulent appliquer la logique du contrôle et de domination qui est très prégnante dans les institutions modernes. Ces logiques de contrôle et de domination ont été décrites par le philosophe Michel Foucault dans son livre Surveiller et punir. Donc, selon Foucault, la modernité a permis l'émergence des prisons contemporaines. Avant, on n'enfermait pas, on allait condamner à mort, on allait exiler, mais on n'allait pas enfermer. Enfermer pour corriger le criminel. L'idée, c'est vraiment de le discipliner, de le corriger, de le faire rentrer dans le rang. Et donc on applique dans ces prisons un ensemble de procédures permettant de quadriller, de contrôler, de mesurer, de dresser les individus, de les rendre à la fois dociles et utiles. On appelle ces procédures la discipline. On cherche à discipliner dans les prisons modernes. Or, nous explique Foucault, ces méthodes pénitentiaires se sont développées en parallèle dans toutes les institutions modernes. Pour Foucault, ces institutions, les hôpitaux, l'armée, l'école, les collèges, les ateliers de travail, ou les usines, ces institutions cherchent, à travers la promotion de la discipline, à assujettir les esprits et les corps. On surveille, on impose des exercices et des manœuvres, on empêche les mêmes exercices et manœuvres en dehors des moments dédiés, on note, on range, on place, on classe, on examine, on enregistre les informations sur les individus. Ainsi, on uniformise la diversité, la multiplicité humaine, et on manipule sa force physique et mentale dans la direction que l'on souhaite. Donc moi j'ajouterais à Foucault que ces méthodes se sont, à travers les générations, inévitablement répandues à la sphère familiale. Ce que l'on appelle éducation n'est en réalité qu'imposition d'une discipline plus ou moins arbitraire. Et force est de constater que cela marche, il est vrai, de moins en moins. Cela marche de moins en moins, pas à cause de l'éducation positive, mais à cause du fait que l'être humain a de plus en plus compris qu'il n'était pas fait pour être un robot, un bout de chair sans émotion qui accepterait tout ce qu'on lui dirait, qu'il serait obligé de se tenir comme on lui demande toute la journée. Non, il a le droit d'avoir des émotions, une vie, des idées propres, des envies. Et c'est ça aussi, c'est de ça dont il est question en réalité. Donc ce n'est pas la parentalité positive, qui est en réalité peu pratiquée dans les faits, qui est le problème, mais c'est bien cette approche moderne si bien décrite par Foucault. C'est l'approche de la domestication des individus, de la domestication de l'enfant, de la volonté de le corriger, de le faire rentrer dans le moule que l'on a choisi pour lui, et non de l'aider à s'épanouir et à devenir ce qu'il est au plus profond de lui-même. En fait, et donc j'ajouterais aussi que ces méthodes modernes se sont diluées dans nos croyances, dans notre culture, et c'est pour ça qu'elles sont aussi difficiles à combattre en nous-mêmes, mais aussi au niveau du groupe. On voit que même ces soi-disant spécialistes de l'enfance sont en réalité très influencés par cette approche de domestication de l'enfant. Je continue la lecture. Les enseignants voient leur santé mentale et parfois physique affectée chez des enfants exprimant de plus en plus fort des besoins de plus en plus complexes. Alors bon, déjà la phrase ne veut pas dire grand-chose, hein. Et donc il voulait peut-être dire les enseignants voient leur santé mentale et parfois physique affectée à cause d'enfants exprimant de plus en plus fort des besoins de plus en plus complexes. Alors,
Je vais revenir là-dessus juste après, donc je continue à lire. Les enseignants sont facilement critiqués pour ne pas être à la hauteur des besoins de l'enfant ou pour y répondre de manière inappropriée, voire violente. Alors, je réponds là, du coup. Étant enseignant, je l'affirme, de nombreux enseignants ne sont effectivement pas à la hauteur des besoins de l'enfant, et on peut les critiquer pour cela. On peut les critiquer pour le fait qu'ils y répondent de manière au bas mot inappropriée et souvent de façon très violente. Les enseignants ne sont pas formés et n'ont aussi, il faut le dire, que rarement la curiosité nécessaire pour aller se former seul jusque-là. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La majorité des enseignants sont très impliqués dans leur travail, ils donnent énormément d'énergie, ils font de très bonnes choses, de très belles séquences, ils font tout pour faire vivre le savoir, le transmettre, mais ils ne connaissent que très peu les besoins de l'enfant, ils ne connaissent que très peu le fonctionnement du cerveau, et donc le décalage constant entre ses besoins et ce qu'il propose va créer rapidement de l'aigreur. C'est ce que j'ai pu constater dans de nombreux établissements et sur de nombreux forums d'échange. Et cette aigreur va les amener à se comporter de façon très violente face à l'enfant, mais aussi à distance, dans les différents, enfin, quand on les entend parler en privé, envers les professeurs, envers les enfants notamment, envers les parents et envers les enfants notamment. Alors je continue à lire. Aux profs, on leur en demande toujours plus, et particulièrement d'exercer leur métier de pédagogue et d'éducateur avec une bienveillance excluant toute contrainte et tout effort imposé aux enfants. Je vais m'arrêter là encore une fois aussi. Alors, les parents comme les enfants n'ont rien à voir avec la pression que subissent les parents, et plutôt en cause la pression qu'exerce l'institution sur les enseignants à travers les programmes au rythme intenable et déconnecté des besoins de l'enfant, à travers le fait d'en demander toujours plus aux enseignants, d'interdire toute approche innovante ou connue pour ses excellents résultats, notamment le mélange des âges. Il faut se renseigner là-dessus. On peut aussi se renseigner sur son approche historique qui a été l'enseignement mutuel. L'institution leur interdit aussi toute note réelle, hein, qui reflète vraiment le niveau aux examens nationaux. Il faut toujours surévaluer largement au bac et au brevet. Et ils obligent à noter toute l'année alors qu'on sait que les notes ne servent pas à grand-chose, voire sont tout à fait contre-productives. Certes, il y a peut-être marginalement quelques parents laxistes qui expriment leur surprise à la première mauvaise note, prennent le parti de leur enfant contre le professeur, défendre l'enfant qui n'a pas forcément été de bonne foi ou qui n'a pas été motivé par le travail en question. Mais, je vais le dire sans langue de bois, les enseignants qui se plaignent des parents n'ont qu'à changer de métier. C'est dans les missions des enseignants que de coéduquer les enfants avec les parents et, sauf accident de la vie, un enfant a des parents. Il est totalement idiot de s'en plaindre en tant que professeur. Au contraire, un enseignant éclairé s'appuie sur les parents lorsqu'il peut faire de la pédagogie en expliquant aux parents la meilleure des façons d'accompagner l'enfant au niveau des devoirs, sans crier, en dédramatisant, en visant l'épanouissement de l'enfant, etc. C'est ce que j'essaie de faire. Et, euh, et sinon, en fait, quand il voit les limites du cadre familial, il va essayer de mieux aider l'enfant à s'épanouir en faisant avec, hein, et en prenant ça en prenant en compte le fait que peut-être qu'il y a une famille effectivement qui est sur ces violences éducatives ordinaires. Et voilà, mais de façon générale, les enseignants sont très très peu formés à ça. Alors je continue à lire, quand va-t-on se rendre compte que cette parentalité, qui veut faire l'économie de l'éducation, est un manquement grave aux droits des enfants? Quand va-t-on accepter que les bonnes intentions de cette parentalité-là ne soient pas suffisantes pour la valider? Alors, là, on répète qu'il y aura un préjudice fait à l'enfant vis-à-vis de ses droits fondamentaux, mais on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Oui, enfin, on a compris que c'est du besoin de sécurité, de cadre. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, voilà, c'est un peu oui, c'est tiré par les cheveux. On comprend entre les lignes que les auteurs défendent surtout un cadre ferme, sévère, comme un droit fondamental de l'enfant. Donc c'est leur cadre et pas un autre. Et donc, les parents, enfin la phrase sur les bonnes intentions, ça c'est complètement fallacieux.
Est-ce que les bonnes intentions de l'éducation physiquement et psychologiquement violente suffisent à valider la parentalité, les pratiques parentales habituelles ou non? Comment ça se passe? Bon, on va continuer à lire. La parentalité exclusivement positive ne respecte pas le développement psychologique de l'enfant. Alors ça, euh, c'est intéressant. Alors, ils vont me faire une longue liste de citations d'articles scientifiques pour valider ça, mais bon, quand on va voir, il n'y a pas grand-chose. De nombreux cliniciens le crient haut et fort, et depuis plusieurs décennies, les psychologues et les psychanalystes, alors ils citent Goldman, Almos, Homer et al., les pédopsychiatres, etc., les thérapeutes cognitivo-comportementaux, il en cite encore 3, tous sont d'accord. Ils le disent chacun à leur manière, mais ils disent tous la même chose. Bon, quand il y a une phrase comme ça, faut se méfier. À mon avis, si on va vérifier dans les articles en question, quand ils le disent chacun à leur manière, mais ils disent tous la même chose, ça veut dire qu'ils ont peut-être, à mon avis, un peu tiré le sens des articles dans la direction qui les intéresse. Et encore une fois, je pense que quand ils disent que la parentalité exclusivement positive ne respecte pas le développement psychologique de l'enfant, c'est complètement aberrant. En fait, du coup, c'est plutôt le laxisme dans ce cas-là. Donc oui, effectivement, on sait en neurosciences qu'un enfant a besoin d'amour, d'empathie, de bienveillance et d'un cadre. Mais donc effectivement, le laxisme va pas forcément apporter de cadre, et d'ailleurs, il va pas forcément apporter d'amour non plus. Hein. Parce que comme je disais, moi je pense que le laxisme, c'est le résultat de l'autoritarisme, et en réalité, c'est quand on n'en peut plus, quand la relation est pourrie, bon bah vas-y, fais ce que tu veux, fais ta vie, et je fais la mienne. Donc bon, voilà. Donc, mais faut bien poser les choses. Et là, il sème un flou qui est complètement délétère. Je continue à lire. Nos enfants ont le droit de bénéficier d'une parentalité ferme et bienveillante qui leur donne la possibilité de bien grandir. Tout à fait. C'est exactement ce que prônent tous les acteurs de la parentalité positive. Une parentalité ferme et bienveillante permettant à l'enfant de s'épanouir, de grandir, en conservant sa créativité, son insatiable curiosité, son émerveillement et surtout sa confiance en soi. Donc ne vois pas vraiment l'intérêt de venir semer le flou contre cette parentalité bienveillante et positive, et de l'approche positive de la parentalité. Cela passe par la mise en place de limites. Alors oui, là je continue à lire, hein. Et cela passe par la mise en place de limites. Alors oui, les limites dérangent, créent une frustration, un manque, un moment inconfortable, mais à travers ce cadre contenant ce qui se joue sur le psychisme de l'enfant, c'est la possibilité de se confronter à la souffrance d'un désir non satisfait et de la tolérer. Et c'est aussi l'opportunité de se confronter aux besoins et aux limites de l'autre. Si cette expérience n'est pas faite, le désir devient un tyran qui exige satisfaction sans considération pour autrui. Alors, bah effectivement, oui, les limites, le cadre, personne, aucun acteur de la parentalité positive, à ma connaissance, ne dit qu'il ne faut pas mettre de limites. Mais on parle encore une fois de quelle limite? De la menace constante d'être isolé du groupe au premier faux pas, de s'en prendre une bonne qui n'a jamais fait de mal à personne, ou de règles communément admises, posées tranquillement avec l'enfant avant de faire l'activité en question, c'est-à-dire, à la limite, ça va être, on va au parc, tu te rappelles mon fils, moi ma fille, on ne doit pas frapper un enfant, on partira à tel moment quand cette horloge va sonner, la montre, enfin, etc., etc. De quelle limite parle-t-on? Est-ce qu'on parle aussi de la limite de ce qui est dangereux pour l'enfant et son entourage? Voilà, enfin ça je pense que effectivement tout le monde est d'accord qu'il faut mettre des limites. Donc bon, je ne vois pas trop euh, à quoi font référence les auteurs ici, les auteurs de la tribune. Et donc ils disent aussi à la enfin, si cette expérience n'est pas faite, le désir devient un tyran qui exige satisfaction sans considération pour autrui. Alors, s'il est vrai que l'imposition de limites est nécessaire pour la construction de la psyché humaine,
l'idée qu'il repose en chaque enfant un tyran sans considération pour autrui, qui doit absolument être contenu par la découverte du sentiment de frustration, me semble être un mythe issu quand même de l'histoire de la psychologie et du freudisme. Les neurosciences montrent plutôt que c'est la frustration du manque d'amour qui crée des comportements asociaux et autodestructeurs à l'âge adulte. La parentalité positive propose un cadre, mais un cadre bienveillant. L'enfant se confronte de toute façon inévitablement à de la frustration, et donc là il s'agit plutôt de l'accompagner dans ses émotions. Je continue à lire. Ainsi, ce sont ces limites fermes et bienveillantes qui permettront aux enfants de sortir de leur toute-puissance infantile, de devenir des adultes autonomes, des citoyens capables de fonctionner en interaction avec les autres. Donc là, il cite 2 études, une de 2009, une de 2020, pour ce que ça vaut. Et parce que oui, enfin, il ne faut pas forcément faire une étude scientifique pour comprendre que les limites peuvent aider à construire, mais bon, enfin, après, toujours pareil, là, est-ce que ces études parlent de la toute-puissance infantile, etc. Enfin, voilà, on est quand même dans des considérations très freudiennes, hein. Et contrairement à ce que les défenseurs d'une parentalité exclusivement positive peuvent en dire, une limite, de même qu'une contrainte ou un effort demandé, n'est pas source de traumatisme. C'est au contraire une source d'apaisement et de sécurité. Or, cette sécurité est le tout premier besoin et le tout premier droit de l'enfant. Cette sécurité nécessite des frustrations pour le protéger. Bon, là pareil, il mélange un petit peu tout, mais effectivement, de quelle limite parle-t-on encore? Et c'est une vision uniquement clinique et psychologique. En réalité, le plus important pour permettre à un enfant de devenir autonome et doué d'empathie, c'est de lui permettre de développer ses fonctions exécutives. Bon, j'en reparlerai sur ma chaîne, on fera des podcasts dessus, et sur mon Instagram, là, le Père Neuro. Mais ce sont les fonctions cognitives, les fonctions exécutives sont les fonctions cognitives de base que l'enfant peut développer avant 6 ans si on le laisse expérimenter seul, en l'accompagnant quand il le faut. Donc effectivement, ne pas laisser seul l'enfant, tout seul, tout le temps, l'accompagner, mais le laisser se concentrer sur la tâche et la réaliser seul, aller jusqu'au bout si possible seul. Donc il s'agit de tâches complexes et très complexes selon son âge. Donc par exemple, pour un enfant de 2 ans, 3 ans, mettre ses chaussures, s'habiller, mettre la table, la débarrasser, donc porter des objets réels, cassants, et exercer sa proprioception pour les porter, manger à la cuillère, donc ça pourrait être pour des plus petits, créer, expérimenter librement avec son corps, ramper, marcher, courir, grimper, sauter, nager, etc. Les fonctions exécutives se développent dans toutes les situations où l'enfant peut s'adapter librement et volontairement à une situation nouvelle. C'est le fameux « moi tout seul ». Et je précise, pour les signataires de la tribune qui semblent particulièrement ne pas vouloir comprendre, elle se développe en étant soutenue par un adulte. L'enfant fait seul, mais il est soutenu. On est à côté, on est présent et on aide son geste si on voit que l'enfant ne va pas y arriver et du coup peut après ne pas aller jusqu'au bout de son challenge intellectuel, de son effort. Il s'agit donc de laisser l'enfant explorer en le soutenant suffisamment, discrètement, pour qu'il conserve l'impression de faire seul et l'envie de continuer à le faire. Voilà, on va continuer la lecture. Être ferme n'est pas être violent, c'est montrer sa position d'autorité. Dans une relation où l'enfant n'est pas l'égal de l'adulte en raison même de son immaturité et de son besoin de protection. Alors montrer sa position d'autorité, moi je veux bien, mais comme dit un proverbe africain, il me semble, que je paraphrase, un roi qui doit rappeler qu'il est roi n'est pas le roi. Je continue à lire. Laisser le temps à l'enfant de se calmer seul n'est pas de la maltraitance, c'est lui permettre de grandir. Alors là, ils viennent de dire que l'enfant est immature, physiquement immature au niveau de ses structures cérébrales, c'est ça qu'ils sous-entendent. Donc on ne peut pas lui demander de se calmer seul, justement. Ou alors il se calmera en apparence, mais il bouillonnera à l'intérieur à cause du trop-plein d'émotions qu'il aura dû refouler seul.
Donc, effectivement, c'est de la maltraitance. Alors, effectivement, ça dépend ce qu'on entend. Toujours pareil, là ils isolent la pratique du time-out. Donc, effectivement, si tu isoles le time-out et tu observes des gens qui vont faire ça dans des conditions maîtrisées, en connaissance de cause, peut-être qu'on aura des résultats positifs, scientifiquement parlant. Mais en pratique, le time-out fait partie d'un arsenal, je le répète, d'un arsenal violent. Donc, je lis, utiliser le time-out, c'est permettre à l'enfant de penser pour comprendre, entre guillemets. Là, il cite apparemment un article scientifique, Drury 2020. Donc, ah bon. Il me semblait qu'il, comme il venait de le dire, qu'il était immature. Bref. Il y a peut-être, en tout cas, mieux pour l'aider à penser, pour comprendre, c'est-à-dire être là, expliquer la situation, faire exprimer les émotions, voilà, aider à prendre du recul, mais le faire seul, ça me paraît plus compliqué, non? L'agitation, l'agressivité, l'impulsivité, l'opposition sont présentes et normales chez les jeunes enfants, mais ils ont besoin d'aide, et ils ont besoin qu'on les aide à contenir leurs pulsions. C'est le rôle des parents, rôle qui devrait être soutenu par la société qui aujourd'hui tend au contraire à culpabiliser et juger tout parent qui éduque son enfant. Ça c'est marrant ça. Donc je renouvelle juste le propos sur les fonctions exécutives. En fait, agitation, impulsivité, etc. C'est surtout un problème de développement des fonctions exécutives. Et donc, aider votre enfant à développer les fonctions exécutives, c'est-à-dire sa capacité à s'autoréguler, et le reste suivra. Par ailleurs, la phrase est assez étrange. Pourquoi n'insister que sur la négativité et ne pas évoquer, donc on parle d'agitation, agressivité, impulsivité, opposition, c'est assez révélateur sur leur vision de l'enfant. Hein. Donc ils disent bien qu'il faut contenir les pulsions de l'enfant, c'est une vision très freudienne, quoi. Alors que pourquoi on ne parlerait pas aussi de la bienveillance, de l'empathie, du rire, du jeu, de la joie, du lâcher prise, de la curiosité, l'émerveillement, la facilité à communiquer, la curiosité, je l'ai dit, qui sont aussi normaux et présentes et normales chez les enfants. Donc ces cliniciens semblent être obnubilés par les prétendues pulsions agressives des enfants qu'il faudrait absolument contenir. Voilà. Après, je ne suis pas psychanalyste moi-même, donc je ne peux pas aller plus loin. Et donc, effectivement, les parents qui essaieraient de remplir le rôle seraient culpabilisés et jugés. Alors ça, c'est marrant. Les parents, c'est justement les parents qui essayent de ne pas reproduire ce qu'ils ont vécu, qui adoptent une approche bienveillante de la parentalité, qui sont culpabilisés et jugés. D'ailleurs, la preuve par cette énième tribune qui répète les mêmes poncifs sur la parentalité positive. Donc, à leur tour, de nombreux chercheurs abondent dans le sens des cliniciens. Je lis, hein. Ils dénoncent l'utilisation tronquée qui est faite de la littérature scientifique pour justifier le refus de toute punition, incluant notamment le time-out ou le retrait d'un privilège. Donc là, il cite encore le même auteur que tout à l'heure, Larzerlé et al., qui a fait donc 2 études là, en 2017-2020 à ce sujet-là apparemment. Donc oui, donc en fait c'est la même étude qui fait un réussi méthodologique. Donc bon, c'est pas l'utilisation tronquée qui est faite de la littérature scientifique, c'est juste des débats internes dans le monde scientifique. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre le time out avec différents critères de recherche. Bon voilà, à chacun de faire son avis, mais il n'y a pas d'un côté les scientifiques et de l'autre les idéologues de la parentalité positive qui seraient extrémistes. Ça c'est l'argument typique pour se positionner du côté de la science, hein, de l'objectivité, et du coup pour décrédibiliser l'autre. Alors que non, ce sont des débats de chercheurs, voilà, et après c'est à nous de faire de se faire un avis et de voir les conditions dans lesquelles sont faites les études. Mais bon, est-ce que vraiment on a besoin d'une étude pour savoir si les privations, les moqueries, les menaces, les coups, l'isolement sont vertueuses en tant que méthode éducative ou non? Hein, le conditionnement de l'individu moderne, de par effectivement ces institutions-là qui surveillent et punissent, le conditionnement est-il si fort qu'il nous faille faire appel à des études scientifiques en double aveugle, randomisées, pour qu'on puisse dire « Ah oui d'accord, je vais arrêter de gifler mon gamin ».
C'est incroyable. Donc, tandis que les adeptes, gifler, j'exagère, mais voilà, parce que eux, ils savent que il ne faut pas gifler, mais bon, de ne pas voir que c'est aussi violent de l'isoler dans plein de cas, c'est quand même exagéré. Tandis que les adeptes de la parentalité exclusivement positive font l'amalgame entre fermeté et violence, et refusant toute nuance entre des pratiques comme le time-out d'une part et les gifles ou les coups de bâton de l'autre, voyons, j'y aurais pas pensé, les scientifiques rappellent la distinction fondamentale entre autorité et autoritarisme. Alors donc il y a effectivement des nuances, hein. Personne ne dit qu'il n'y a pas de nuance entre le time-out et les gifles et les coups de bâton. Mais toutes appartiennent au même panel d'outils, de pratiques qui visent à discipliner l'enfant au lieu de l'aider à s'épanouir. Et après, là, il cite un article là, pour dire que les scientifiques rappellent la distinction fondamentale entre autorité ferme et autoritarisme. Bon, bah, suffit d'ouvrir le dictionnaire. Mais bon, donc là, effectivement, le chercheur oppose bien la parentalité permissive à la parentalité basée sur une autorité affirmée, et il divise cette autorité affirmée en deux catégories, ceux qui négocient dans le conflit et ceux qui sont en coercition dans le conflit, qui vont vraiment punir. Et donc il ne parle pas du tout d'éducation positive ou d'éducation exclusivement positive. Lui, il parle de autorité et permissivité. Et la catégorie de parentalité affirmant son autorité, de façon douce, bienveillante et ouverte à la négociation dans le conflit, correspond en fait à l'approche prônée par les acteurs de l'éducation positive. Donc en soi, ils ont un petit peu extrapolé le sens de l'article pour moi. Un article récent suggère aussi que la parentalité exclusivement positive finit par se retourner contre ceux qu'elle est censée protéger, les enfants. Donc là, ils ont détourné aussi le propos de l'article, à mon avis. L'article vise plutôt à conserver les effets positifs des changements sociétaux au sujet de la place des enfants, tout en cherchant à en limiter les effets jugés néfastes. Ainsi, cet article valide ce qu'il appelle le culte de l'enfant et qui aurait amené une société plus démocratique et inclusive. Donc eux, ils valident tout à fait les approches de l'éducation positive, mais ils cherchent juste à endiguer certains phénomènes néfastes et secondaires. Mais donc là, ils disent pas que ça se finit par se retourner contre ceux qu'elle est censée protéger. Et mis dans leur propos global, c'est assez manipulateur. Et les études se multiplient également dans le champ du burn-out chez les parents et les enseignants. Alors, ça c'est pareil, c'est fallacieux d'amener le burn-out ici. Donc en fait, ça sous-entend que c'est dû à la fois donc aux enfants qui sont devenus intenables et donc aussi aux facteurs de l'éducation positive qui justement empêchent les parents d'avoir des moyens pour domestiquer, pour endiguer les tendances tyranniques des enfants. Donc en réalité, les parents et les enseignants sont à bout pour plein d'autres raisons qu'on va pas forcément détailler, mais bon, en gros, les enseignants, c'est pour les raisons que j'ai citées plus haut. Ils sont victimes de leurs propres croyances et ils s'enferment dans des, comment dire, dans les directions que l'institution leur impose, sans forcément la remettre en question. Alors il faut s'intéresser aux neurosciences, il faut s'intéresser aux pédagogies alternatives, il faut s'intéresser à l'enseignement mutuel, il faut s'intéresser à la CNV, à la communication non violente, etc., etc. Il faut aussi prendre son courage à deux mains, faire un pas de côté par rapport au programme pour travailler le reste, travailler l'autonomie des enfants, et après revenir sur les programmes, etc., etc. Mais tant que massivement les enseignants ne feront pas ça, ils seront toujours en souffrance. Mais je ne pense pas qu'ils aient suffisamment de bonne foi pour évoluer, du fait de mon expérience, en tout cas. Et sur les parents, moi je dirais que c'est pas pareil. Hein, c'est comme le proverbe le dit, proverbe africain, il me semble aussi. Il faut être tout un village pour éduquer un enfant. Et oui, donc là, effectivement, on a des parents qui sont isolés, qui sont dans des métiers qui d'ailleurs qui prennent beaucoup de temps et qui parfois ne plaisent pas tout le temps. Et donc effectivement, on a une fatigue cognitive, une fatigue émotionnelle et gérer un enfant dans ces conditions-là, c'est difficile. En plus, on ne parle même pas des confinements, etc. Mais c'est en aucun cas la faute de l'enfant en soi. C'est des problèmes sociétaux. Le Conseil de l'Europe, sur son site, nous dit
Là je lis, hein. En tant que parents, vous devez élever et éduquer vos enfants. Alors, nous, cliniciens, chercheurs, professionnels de la santé mentale, réclamons le droit des enfants à être élevés et éduqués par des parents confiants en leurs compétences. Alors effectivement, comme je le disais, les professions représentées par cette tribune sont très parlantes. Nous avons une surreprésentation de pédiatres, de psychologues, d'enseignants-chercheurs en psychologie et de médecins généralistes. La profession d'enseignant est et de façon assez surprenante, très peu représentée. Elle est même quasiment absente de la liste des signataires, alors que c'est eux qui devraient faire le lien, le constat, s'il existe, entre parentalité positive et enfant roi. Mais je vous assure que sur le terrain, c'est très difficile de dire qu'il y a de nombreux parents qui pratiquent la parentalité positive. C'est bien souvent le contraire, et même les profs les plus de mauvaise foi ne peuvent pas dire le contraire. D'autre part, nous voyons dans les signataires des professions qui semblent encore moins prédisposées que des cliniciens à faire le rapport entre éducation bienveillante est égale à enfant roi, et surtout à produire un témoignage qui vaille sur le plan scientifique plus qu'un simple point de vue personnel. Nous constatons ici ainsi la signature de cette tribune par des assistantes maternelles, un ostéopathe, une gérante de crèche, alors que là c'est assez rigolo si on considère que les enfants ont en dessous de 3 ans, d'une sage-femme présidente d'une association s'appelant L'Enfant d'abord. Alors ça c'est vraiment rigolo et paradoxal, pour la signataire d'une tribune voulant rétablir la supériorité de l'adulte sur l'enfant. On trouve aussi une écrivaine, alors là c'est assez intéressant, des assistants sociaux, des logopèdes, etc. Bon, le logopède, ça se justifie, hein. Mais bon, pareil, c'est des témoignages subjectifs par rapport à peut-être des mauvaises expériences par rapport à des parents, mais ça n'a pas forcément de valeur générale. Voilà. Pour moi, donc ces personnes sont plus susceptibles d'avoir signé suite à une mauvaise expérience et par rapport à leurs propres croyances que par rapport à un constat objectif et statistiquement factuel. Donc je finis de le lire, c'est la conclusion. Ce droit à l'éducation doit passer par des décisions justes et étayées, fondées sur des recherches, des études, des statistiques et non sur le ressenti ou l'expérience personnelle d'experts autoproclamés qui soignent leur popularité par un discours certes séduisant mais dangereusement simplificateur. Bon, alors voilà un bel exemple d'inversion accusatoire. Toute une tribune pour que l'on ne sache finalement pas bien ce que l'on nous propose de faire de nos enfants. On sait simplement qu'il nous faudra être sévère et empathique. Bon courage à ceux qui s'y essaieront. Ne vous inquiétez pas, si vous ratez, ce sera exclusivement de la faute de l'éducation, dite exclusivement positive. Voilà, j'ai fini de lire et d'analyser, de critiquer cette tribune. On va clôturer aussi l'épisode sur ce petit mot. Donc moi, je proposerais que la prochaine fois, les signataires appellent la tribune 350 spécialistes de l'enfance et lecteurs du Figaro s'opposent au fait de déconseiller le time-out, hein, tant c'est marqué au niveau des opinions de ces signataires. Donc il me semble très grave que ces prétendus experts fassent d'aussi grosses approximations au sujet de la parentalité positive. Les croyances éducatives autoritaires sont profondément ancrées dans notre société. Il faut, culturellement, discipliner l'individu. Il faut donc discipliner l'enfant. Ces croyances sont tellement ancrées que même des spécialistes de l'enfance ne voient pas le problème logique lorsqu'ils défendent une éducation alliant sévérité et empathie. Ils ne voient pas l'impact que cela peut avoir sur les parents. Selon le baromètre de la Fondation pour l'enfance, que nous avons utilisé tout à l'heure, cité, un parent sur 10 n'imagine pas éduquer son enfant sans violence. Un quart des parents jugent la violence envers leur enfant acceptable si, je cite, elles n'arrivent rarement ou si elles ne sont que légères. Mais qui juge de la fréquence et de la gravité des faits? Eux-mêmes, évidemment, les parents. Et au vu des résultats du baromètre, il faut absolument que le message de la parentalité positive ne soit pas brouillé par ce genre de tribune fallacieuse. D'accord, nous pouvons
expliquer aux parents qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, le laxisme. Mais il vaut mieux être caricatural et parler à fond de parentalité positive que de semer le trouble et de conforter les croyances qu'ont la plupart des parents et qui les amènent à agir de façon violente envers leur enfant. En plus, lorsqu'on sait que ces violences peuvent être bien plus graves que ce que montre même le propre baromètre, parce que il est évident que certains parents peuvent aussi, s'ils pratiquent ça, s'ils sont habitués à être violents, et qu'ils ne sont pas suffisamment formés, cela peut amener à des bébés secoués, etc., etc. Et je ne comprends pas que les spécialistes de l'enfance euh, partent dans une direction aussi déconnectée du réel, aussi délétère. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si l'exercice plaît, on pourra continuer. Voilà, je vais voir, c'est un petit peu de préparation, ça demande du temps, donc ce sera aussi en fonction de vos retours. Commentez, mettez un petit like, abonnez-vous et, soutenez-moi comme ça. Peut-être partagez aussi le podcast. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Et je vous souhaite le meilleur et le plein de bonnes choses pour vous et votre famille.